Bonjour et bienvenue à Impact Pot. Alors moi c'est TK, Terry Kaufman, l'américain de ce groupe d'amis réunis par le rugby. Et voilà, je suis très content d'être là avec un certain Amélie Maillet de Tuguet. Comment ça va, Amélie? Ben ça va, et toi? Toujours contente de vous retrouver pour débriefer des matchs du week-end. Et superbe, on a plein de matchs, plein de super jolis matchs de ce week-end. Et aussi, on est là avec nos super grands deuxième ligne de 2 mètres anciennement de Racing 92, c'est Théodore de Saint-Remy. Et oui, c'est tellement facile de rejoindre le pack quand le 15 de France marche sur l'eau. On arrive, nous aussi, sur notre petit nuage jusqu'au lundi soir pour enregistrer. Je suis ravi et je vous embrasse. Toujours un plaisir de vous voir. Tiens, Amélie, tu avais un autre match ce week-end. Ça allait mieux que la dernière fois contre Dax? Alors, victoire, donc j'ai envie de te dire oui, mais victoire très laborieuse. Elles sont repassées devant à la, je dirais, 78e. Et il y avait 20 à 19 et il y a eu une incursion toulousaine dans nos lignes pour essayer de transpercer. Et il y a une espèce de meuf qui a essayé de me plaquer. Elle s'est pris un mur et elle est tombée par terre toute seule. J'ai même pas eu besoin de la pousser. Et du coup, pénalité contre elle parce que plaquage haut. Et ma chère et adorable fille a mis cette pénalité qui nous a fait repasser devant. Donc victoire 22 à 20 du TUC contre Bruges. Et c'était chaud. Bruges, mais pas le Bruges. Non, toujours pas. Non, ok, pas contre ok, les c'est équipes bien. belges. Écoute, j'apprends un peu avec vous, j'apprends un peu le GRFI en France. Tiens, Théo, on a eu plein de jolis mots de nos chers écouteurs, comme j'aime bien dire, les personnes qui nous suivent, les auditeurs. Oui, on a des fans, des fidèles. Hein. Merci à Sylvain Delpech qui nous suit, à Philou d'Hérouville sur Instagram et à Greg de Baltimore. Alors lui, il est complètement incroyable. Il nous a laissé un message. Il joue au OC Rules aux États-Unis. Alors pour moi, c'est un peu l'équivalent d'un mec qui jouerait au foot US à Moscou. Enfin, c'est impossible en fait de jouer au football australien aux États-Unis. Déjà que le rugby n'est pas connu aux États-Unis, mais alors le OC Rules, Greg, il faudrait que tu nous dises s'il y a bien de quoi faire 2 équipes quand même. Apparemment, ils étaient champions, donc là-bas, USA dans sa division, donc c'est bravo à lui. Donc voilà, écoute, je propose qu'on passe tout de suite à tous ces fameux super matchs de ce week-end, parce que franchement, Destination, c'est vraiment le meilleur tournoi de rugby. Allez, c'est l'Angleterre contre Irlande. L'Angleterre avec Ollie Lawrence qui est de retour en centre. Arundel qui est toujours là, malgré de carton jaune et donc carton rouge de la semaine dernière. Et voilà, le Blondie que Théo aime tellement. Pollock est là, titulaire en 8, un peu étonnant. Côté Irlande, c'est les tauliers d'habitude, sauf qu'il y a Crowley qui remplace Pendergrass et le 14 Balocon qui est assez nouveau, Lowe qui est là, mais il va vite fait se faire remplacer par O'Brien qui va briller dans ce match. À 4 minutes, les Anglais perdent la touche, petite combinaison 9 à 10, assez sympa, mais Lowe va perdre le ballon. Le mêlée est pour les Anglais, la touche est pour les Verts, Gibson Park dans le petit trou, pénalité pour les Verts 3-0. Le premier vrai ballon d'attaque pour les Anglais, Pollock, Lawrence et Genge, ils avancent, repoussés 2 fois. Et paf, Irlande sur la relance. Les jeunes Tommy O'Brien et le 14 Balocun gagnent 60 mètres à eux. Gibson Park dans son rôle de papa, il finit le taf 10-0 pour Irlande à Twickenham. Doris va mettre des gens par terre. Deuxième essai de Gibson Park est refusé. Le 9 des Anglais, Mitchell, il est out. James Lowe aussi, il est out. Ringrose avec un course de jeunes. Gibson Park écarte 14 et essaye avec un petit carton jaune en plus pour le 15 anglais Stewart. Crowley, le 10, joue bien, sauf qu'il rate 5 points au pied. 15-0. Les Verts sont déchaînés. Vanderflyer et Gibson Park gagnent 50 mètres toujours ensemble. Tiens, changement d'arbitre assez rare. Il est « I'm out », il a dit l'Italien. Et voilà, l'arbitre français is in. Thomas Lombard nous dit que pendant ce temps-là, les Anglais sont désunis. Ils ne prennent pas le temps pour se recentrer, pour se parler entre eux. Ils semblent à l'ouest. Encore le 14 et 23 Verts ensemble dans le couloir gauche, 22-0. C'est officiellement une raclée. Quelques petites opportunités pour l'Angleterre. Tadge-Burn va gratter un ballon méga important. Gibson Park avec un plaquage héroïque contre Ollie Lawrence quand même. Marcus Smith est entré en jeu dans les dernières secondes dans son mi-temps. On va voir s'il va faire une différence. Et oui, il va faire le passe final pour un essai anglais. Ils ont failli finir Fanny pour le mi-temps. C'est 22-7. Ouais, on est un peu incrédule à la mi-temps parce qu'on attendait les Anglais quand même bien meilleurs. Ils ratent 2 pénaltouches qu'ils ne trouvent pas dans le premier quart d'heure, ce qui annonçait quand même une performance inhabituelle
Ça m'avait un petit peu perturbé. Et puis après, on a vu une très très belle séquence à la 18e minute des Anglais, où ils balayent vraiment le terrain plusieurs fois en largeur, ils avancent et puis ils n'arrivent pas à marquer. Et puis après ça, rideau, plus rien, au moins jusqu'à la mi-temps. Puis tu vas nous raconter la deuxième, mais c'est incroyable. Deuxième mi-temps, le Swing Low Sweet Chariot n'aide pas trop. Osborne est dans l'air, Doris il est par terre, le frigo, McCluskey, il is everywhere. Et voilà, carton jaune contre les Anglais. Tiens, Pollock, oui, c'est pour toi, mon petit. Sheenan, le talonneur, il va remarquer 29-7. Gibson Park, c'est un merveille. 50 minutes, les Anglais essaient d'avancer sur la ligne des Irish. C'est rejeté une fois, mais pas le deuxième. C'est Ollie Lawrence qui va le marquer entre les perches. En bonus, il y a un carton jaune contre les Irish. 14-29. Peut-être un comeback, c'est possible, mais remontada, c'est pas en anglais. Freeman refusé dans le coin à droite. Gibson Park encore parfait. L'essai de Osborne. McCluskey comme un avion de chasse pour choper Marcus Smith et sauver l'essai. Ce match finit 21-42. C'est un rêve pour l'Irlande et cauchemar pour l'Angleterre. Ouais, c'est un score qu'on avait un peu envisagé. Ils se sont sentis peut-être un peu trop beaux avec cette large victoire avec les Gallois, mais c'était un peu, ça avait un peu piqué contre les Écossais la semaine d'avant. Et là, force est de constater que même à la maison et même avec un Twickenham, avec la ferveur que ces supporters anglais sont capables de nous donner, ils sont tombés plus forts qu'eux. Et là, ouais, on a senti vraiment une équipe totalement démunie, incapable de produire quelque chose de constructif. Et les Irlandais ont su concrétiser au bon moment. Et là, pour le coup, l'addition, elle est vraiment très, très salée. Et j'ai pas souvenir d'avoir vu une Angleterre aussi faible et aussi retournée par d'autres équipes du Six Nations depuis belle Ça lurette. fait très très longtemps qu'on n'a pas vu les Anglais se faire marcher dessus comme ça. Faut quand même se rappeler qu'avant de perdre en Écosse, ils étaient sur 12 victoires d'affilée. La presse anglaise les donnait quand même vainqueurs du tournoi probable avec la finale au Stade de France pour venir faire la nique aux Français à la fin. Et ils perdent en Écosse. Et là, c'est pas une défaite, c'est un désastre. C'est-à-dire que c'est vraiment le plus mauvais match qu'ils ont fait depuis plusieurs années. Ce qui est extrêmement frappant, c'est qu'ils ont été dominés quasiment dans tous les secteurs du jeu. En plus, ils ont continué d'être arrogants comme Pollock, qui ne comprend même pas que même quand il perd, il faut qu'il fasse profil bas et qu'il mette la tête à la mine. Il continue de faire le malin. C'est complètement hallucinant. On dirait qu'il n'a pas vu le tableau d'affichage. Et ils ont été surclassés. McCluskey, qui est un joueur relativement anonyme de l'Ulster, qui a fait quelques apparitions en équipe d'Irlande, mais qui n'a jamais été un taulier du poste, il fait un match à la O'Driscoll. Il a survolé le match. Il te fait des courses défensives de 50 mètres. Il a fracassé la défense au centre. Dingwall et Lawrence, ils ont été ridicules à plusieurs fois. Non, c'est complètement inexplicable. Et je dirais que ce qui est le plus fou, c'est qu'on n'a senti aucune révolte. D'habitude, on a quand même Maro Itoje qui rassemble tout son petit monde et qui remet tout le monde dans l'ordre dans la marche avant. Là, il ne s'est rien passé. Ils ont subi, ils ont vu la défaite arriver et ils ont été comme un boxeur qui aurait pris un KO non identifié par l'arbitre et dans les cordes pendant tout le match. Je n'en suis pas revenu et franchement, chapeau aux Irlandais. Et je termine en disant la performance de Crowley à l'ouverture, je pense, a mis un trait définitif sur l'aventure Pendergrast comme titulaire pour un bon petit moment. Tu as complètement raison, il y avait personne qui a repris le relais en fait. Il y a ni Genge, ni Chesham, Curry, Earl, c'est des têtes en fait. Ford, même si c'est pas Itoje qui a dû prendre le relais en tant que capitaine pour dire hey les gars on y va, on fait quelque chose. Il y avait personne qui a fait le relais. Ils ont été pénalisés 14 fois, excuse-moi Thierry, ils ont été pénalisés 14 fois et les remplaçants, il y en a 3 qui font plus de 2 fautes en rentrant. Les remplaçants ont fait 6 fautes, dont 2 doublés de fautes. Donc, ça veut dire qu'ils ne savaient plus où ils habitaient. Pollock, il s'est fait incendier par la presse anglaise. Ils n'ont pas du tout aimé son attitude sur le terrain. Et lui, qui était quand même encensé pour toutes les performances qu'il était capable de faire, a extrêmement déçu par son attitude et effectivement son manque d'humilité. Peut-être mis trop d'envergure et trop d'énergie à essayer de chambrer plutôt que de mettre la tête là où il fallait.
Oui, c'est incroyable parce qu'au début de ces Six Nations, on disait waouh, Irlande, on sentait mal pour eux, etc. Il y avait même le coach qui a protégé les joueurs pour dire attention, il y a des jeunes, il y a des nouveaux, faut faire gaffe à la façon qu'on part de notre équipe parce que quand même c'est notre équipe nationale. Bah, ils réussissent à battre l'Italie, mais de très peu, pour venir en Angleterre pour fracasser des Anglais. C'est quand même quelque chose. Et je pense que c'est les deux d'affilée qui est hyper étonnant aussi. Deux défaites pour l'Angleterre. L'un après l'autre, ça devrait faire mal et ça devrait piquer. Aussi parce que les deux prochains matchs, ils sont à l'extérieur en fait, les Anglais. Avec une semaine, je pense qu'ils rentrent pas en Angleterre non plus. Je pense qu'ils vont en Italie et après ils viennent chez nous, mais donc ils rentrent pas en Angleterre. Donc ça devrait être hyper chaud. Voilà, donc en fait ça veut dire que le match là, en 2 semaines là, contre l'Italie, bon, on va parler de l'Italie après, mais ça il devient hyper chaud. Et Italie qui de mémoire ils ont plutôt bien performé récemment, au moins le premier mi-temps contre les Anglais. C'est Pays de Galles contre l'Écosse. Pour les Chardons, bon, on voit le retour de Van der Merwe et de Blair Kinghorn. Et pour les Gallois, il y a un nouveau 10, Costello, et un nouveau 14, Hammer Webb, lui qui remplace Mee. Rhys Zamat est toujours là. D'ailleurs, lui, il va sortir en saignement assez rapidement. Des premières opportunités pour les Bleus est loupé, mais c'est pas de loin. Les Rousses sont de retour en attaque. Thomas Williams pour le centre, James, qui est pas mal de tout au début de ce match. Le public des Rouges est vraiment avec leur équipe et ça paye. Le pilier gallois a les épaules comme son nom, carré. 7-0 à 10 minutes. Attaque des Chardons assez sympa à voir, mais ballon perdu à 5 mètres. Mais cette attaque est haute tension. Tupulutu pour Finn Russell, pour Kinghorn, pour Stein, 7-5. Le jeune Costello de Pays de Galles a l'air d'être pas mal. Le plus vieux Josh Adams aussi, essaye pour lui, 14-5 pour Pays de Galles. Hugh Jones, le centre écossais, il va gagner des mètres, mais les Rouges sont très présents. Pour la première fois depuis longtemps, les Dragons rouges se montrent dangereux en attaque. James est à nouveau costaud au centre. Ils ajoutent 3 points de plus, 17-5 pour Pays de Galles. Russell essaie de reprendre, mais il est toute seule, 17-5 pour le mi-temps. Deuxième mi-temps, les Gallois ajoutent 3 points, 20-5. Mais les avants des Chardons vont au charbon. C'est de rugby à l'ancien. Et finalement, c'est Finn Russell qui prend ses responsabilités, essaie et transformé 20-12. 56 minutes, il y a beaucoup de remplacements des deux côtés et un petit moment de folie. Les Gallois ajoutent 3 points et puis c'est le coup d'envoi. Finn Russell, il voit une ouverture. Darcy Graham chope le ballon et paf, 23-19, 7 points de plus pour Écosse. On a un vrai match avec 4 points d'écart. Le match reprend de vie, les joueurs sont remontés à bloc. Ce fin de match, c'est comme un match de boxe, en fait, entre deux poids lourds, dans un stade hyper chaud. 74 minutes, pénal, touche molle et essai pour les Écossais. Ils prennent leur lead par 3 points. Ça finit 23-26 pour l'Écosse qui gagne. J'ai un peu de mal pour Pays de Galles, mais au moins, c'est mieux. Ah, mais quelle tristesse pour les Gallois. Franchement, c'est ultra frustrant de voir cette fin de match. Ils sont retombés totalement dans leur travers. Alors, les incursions écossaises ont payé, mais à un moment donné, on t'apprend à l'école de rugby de montrer qui tu as et on pointe du doigt. Ils sont pas foutus de plaquer correctement. Et puis, cet essai sur le coup d'envoi, enfin, c'est honteux. Donc, je suis déçue pour eux, mais en même temps, ils ont cherché la défaite parce que là, tu peux pas, en fait. Tu peux pas montrer cette prestation-là à haut niveau. Là, ils avaient vraiment l'occasion de relever la tête et de montrer que le Pays de Galles n'était pas mort dans le rugby européen. Et là, force est de constater que, en fait, non, ils sont pas capables, en fait, de tenir 80 minutes en ayant des attitudes de rugby professionnel comme on attend. Elles sont de le dures, voir les pour filles, notre tiens. Donc, ouais, C'est déçu. dur, c'est Déçu. dur parfois, les filles. Ah ouais, non, mais attends, c'est abusé, c'était abusé ces Non, mais essais, c'était je te abusé trouve ces très essais. très dur, Amélie, parce que moi, Ah ouais, parce que en fait j'étais énervée devant ma télé parce que j'ai pris le match en cours, j'ai vu le score, je pense que je prends le match à 20-12 et là je me suis dit ah trop chouette et tout et j'étais à fond et là mais en fait je suis arrivée, moi peut-être c'était moi le chat noir, hein, je sais pas, hein, mais mais le j'ai vu pire, les c'est 2 qu'ils essais mènent bidons, je dis ouais 25 c'est bon. et ils doivent gagner ce match 10 fois. Ils sont Mais bien oui, mais meilleurs 1000 que les fois, mais Écossais c'est sur le match. Donc, bien sûr, ils ont un moment d'inattention c'est pas qui est possible ce ça. coup d'envoi de renard, de furet, je sais pas comment on l'appelait, Finn Russell, mais
c'est vraiment la Je petite comprends pas qu'on puisse facétie pas avoir ce sursaut qui d'orgueil. fait qu'il y a un essai gratuit, un essai donné en fait, et ils viennent perdre de 3 points. Ils ne doivent Ouais. jamais perdre ce match. Si tu l'as pris Ah en ouais. court, tu as raté une mi-temps exceptionnelle. Ils ont été une Mais oui. équipe de très très haut niveau pendant 50 minutes, et ensuite ils ont douté. Et c'est là où on voit dans le sport la psychologie est si importante. C'est une tarte à la crème, je suis désolé, mais ils étaient devant. Et d'un seul J'ai coup, toujours dit ça, c'est pas ils un se jeu sont mental. dit, mais merde, en fait, c'est nous qui venons de perdre X matchs d'affilée, on va quand même pas gagner contre les Écossais. Et puis 2 facéties plus tard, ils ont perdu, mais c'est à pleurer de tristesse. C'est à pleurer de tristesse. Et honnêtement, les Écossais qui se sont sautés dans les bras à la fin, etc., c'était limite un peu indécent. Parce que la tristesse des Gallois était insondable. Et devant leur public, en plus, ce qu'ils avaient montré, ils avaient montré qu'ils n'étaient pas morts, que le phénix renaissait de ses cendres et qu'ils pouvaient en un match redevenir une grande nation. Et moi, si j'étais leur coach, je leur dirais, les gars, ok, on a perdu. On va regarder la vidéo des 30 dernières minutes, mais on va surtout regarder la vidéo des 50 premières. Regardez ce que vous savez faire contre un top 6 mondial. Regardez ce que vous savez faire. C'est pas moi qui l'ai fait, c'est vous. Et c'était exceptionnel. Donc je suis désespéré qu'ils aient perdu. J'espère beaucoup que ce match va être le moment où ils ont touché le fond, où ils ont repoussé sur le fond de la piscine pour remonter à la surface. Et ça m'a redonné espoir pour le rugby gallois parce que pendant 50 minutes, tout simplement, ils m'ont fait rêver. Ils m'ont fait rêver comme les grandes équipes du Pays de Galles savaient nous faire rêver. C'est dommage pour Costello parce qu'il était bon aussi, lui, je trouvais. Ouais, et aussi ce jeune centre, franchement, James, c'est un costaud. J'aime beaucoup ce gars. Et voilà, il y a un Mi qui normalement qui joue en aile, qui est bon aussi. Rhys Zamit, ok. Donc voilà, je suis content de voir, oui, comme ils ont dit dans notre presse anglaise, ils étaient plutôt contents de voir un peu de vie en fait côté gallois. Je disais qu'on peut quand même saluer les Écossais qui y ont cru jusqu'à la fin, parce qu'il est rare d'être aussi dominé et de réussir à renverser le match. Donc ça prouve aussi que eux, pour le coup, ils ont été une équipe beaucoup plus rationnelle et raisonnable, qui s'est dit, mais attendez, c'est pas parce qu'on est mené 25 qu'on va gagner. Donc là aussi, ça s'est passé dans la tête, qu'on va perdre. Ça s'est là aussi complètement passé dans la tête. Et ils avaient pourtant tout fait pour perdre ce match. Ils ont perdu un nombre de ballons incommensurable. Ils étaient à côté de leur pompe, très honnêtement. C'était pas du tout une grande équipe d'Écosse. Je pense qu'ils n'étaient pas à côté de leur pompe, mais il manquait un peu de justesse à la fin. Il y avait plusieurs fois, ça finissait dans les dernières 5 mètres, où la semaine dernière, contre l'Angleterre, ça passait. En fait, donc ils étaient un peu moins justes on va dire, dans les passes, etc. Mais oui, mais t'as raison, ils ont donné un sont nombre de preuves d'un ballons peu de mental, et même chose. Complètement dingue. Tu regardes les stats, ils ont perdu 8 ballons dans les rucks, 9 dans le jeu courant, 8 en avant. Enfin, ils étaient vraiment parti pour perdre ce match. Donc, chapeau aux Écossais, mais mon Dieu que j'étais triste pour les Gallois. J'en aurais pleuré. Ouais, et c'est même chose. Au début de cette signation, on disait, Gregor Townsend, faut faire gaffe parce que sinon il va se faire virer. Mais là, il vient de battre quand même 2 équipes assez sympas. Donc voilà, dire merci à Finn Russell. Pas mal. Ah oui, grave. Magie de la semaine dernière avec le petit claquette à une seule main et aujourd'hui aussi. Et en fait, il a marqué un essai et c'est rare pour lui. Il a que 9 essais sur ses 70 caps ou un truc comme ça. Il fait marquer, mais là, il a dit non, c'est moi de le mettre parce que sinon, ça va pas se faire. Allez, notre match à nous, France-Italie. Allez, c'est France-Italie, c'est match 3 de ce Six Nations. C'est Italie, ça chante bien, mais nous aussi, on sait chanter. Allez, c'est un match important parce que l'année dernière, c'était un raclé pour nous, 73 points, mais c'était un match nul il y a 2 ans. Il y a quelques changements côté français. Il y a Flamand et Meafou en deuxième ligne. Jalibert is out, donc Ramos, le couteau suisse français, est en 10 et Théo Atisabé, il va être en 15 avec le nouveau Drian qui arrive en ailier. Nos finisseurs pèsent lourd. Il y a Netti, Olivon, Colombe, Guillard, Nocci et Barassi. Italie, on a leur super première ligne. La deuxième ligne, Caletti, Menencello qui est là, mais pas Brex. C'est Marin qui le remplace. Et en elle, on a Leineg avec Ioné. Et voilà, Ange Capuzzo est de retour en 15. Les Bleus sont en bleu et les Italiens sont en rouge. Drian va bien démarrer son premier match avec les Bleus, avec 2 jolis plaquages. Les Italiens
Les Italiens sont présents dans les plaquages et dans les rocks et dans l'air aussi, mais sur un bon rebond, Dupont coup de pied et LBB, il va téléporter dans l'embut, 7-0 pour nous à 3 minutes. Canonné va gratter un ballon, les Italiens avec une interception et qui nous mit sous pression. Ramos avec quelques petites maladresses dans ses débuts de match. J'ai rien dit, il fait un 50-22 magnifique. Dupont avec la bonne passe laser pour Meafou, 12-0 pour nous. Temps fort pour l'Italie, ils sont pas loin de passer, mais en avant. Ils reviennent à la charge. Petit plaquage raté par Gaëtan. Heureusement, le ministre de Défense, Antoine Dupont, est là pour le dernier. Et là, en dernier rideau, petit temps fort pour l'Italie, mais notre défense les fait travailler pour le moindre mètre. Et franchement, Dupont va gagner l'homme de match juste par sa défense. Il couvre le 9 d'en face comme une pieuvre. Petit coup de bol, touche loupée, coup de pied loupé par LBB, mais Gaëtan comme une flèche, c'est Ramos qui va finir 19-0. Il a fait du bien celle-là, mais pas pour longtemps parce que le ballon est libre. Les Italiens vont le suivre, Ange va le marquer 19-5. Allez, on faut calmer un peu le jeu et jouer avec les avants. On perd le ballon encore. Ramos râle et Gigoux donne le ballon à Garbassi. Notre défense repousse petit à petit. Aldeguerri assez actif, mais il est pénalisé aussi. Gros va partir Toto. On perd un mêlée. Les Italiens ajoutent 3 points. C'est 19-8 pour le mi-temps. On gagne, mais pas tranquillement. Oui, on a fait un début de match un petit peu douteux. On a failli se prendre un essai quand même au début. On a un coup de pied en touche pas trouvé, un plaquage raté, etc. Le début de match était un petit peu douteux. Après, on a assez rapidement mis la main sur le match. Et sur cette première mi-temps, il y a quelques actions de très très grande classe qui ont vraiment animé, je trouve, l'issue du match qui était assez vite connu. J'ai trouvé qu'à partir du moment où on a pris les devants, où on mène rapidement au score, après on sait que les Italiens ne reviendront pas. Donc moi je suis resté en arrêt devant le plaquage de Dupont à la 27e, où il prend le mec debout là, il le porte. Mais comme on porte une valise ou un jambon pour le mettre au frigo, je sais pas, complètement incroyable. Et puis la course après le coup de pied un petit peu raté, on va dire quand même, de Ramos, qui fait une espèce d'extérieur du pied un peu étrange sur une touche plus ou moins loupée. Ça tombe dans les mains de Gaëtan qui fait une course de folie et une très très belle passe qui remet intérieur pour Ramos qui arrive à aller marquer en coin. Voilà, moi ça m'a fait la mi-temps. Et j'étais relativement serein sur l'issue du match. Ouais, alors je vais être un peu plus mitigé, 19-8, pour moi c'est pas un écart non plus de folie, d'autant plus que typiquement, tu vois qu'à la 30e, on en a déjà mis 3, et que juste après, tu te prends cet essai casquette de Capouezo parce que t'es pas foutu de voir que ton ballon est sorti des pieds de ton dernier défenseur. Donc oui, on va se réveiller un peu plus ensuite, mais typiquement, ce manque de vigilance, tu peux le payer beaucoup plus cher que ça, en fait, si sur un match éliminatoire, il l'aurait pas fait. Choses comme ça. Je trouve que là, on peut tenter ce truc-là. C'est évidemment, il aurait fallu sortir ce ballon. Mais le truc avec Ramos, il croit que tout va passer, en fait. C'est ça son truc, c'est qu'ils sont 100% certains que ça va fonctionner. Donc, il tente des choses, mais complètement incroyables. Et parfois, ça passe pas. Allez, deuxième mi-temps, on souffre en mêlée, on gagne la touche. Le langage corporel, c'est quand même très italien. Heureusement, on a Dupont là. Il nous sort de une situation difficile où il va casser 4 plaquages. Il va relancer LBB sur le côté. On remonte le terrain, mais Melancello est là. Course à pied entre LBB et Capozzo dans nos 22. On est vraiment sous pression. 54 minutes, c'est la relève. Et gros changement des deux côtés. Est-ce que nos finisseurs sont meilleurs que les Italiens? On a quand même Olivon et Nucci qui arrivent. On cherche un peu de stabilité, je trouve, pour être capable de monter en vitesse croisière. Et voilà, quelques charges et plaquages dans la bonne sens. Olivon très présent. Je compte 3 plaquages en 3 minutes. Leur mêlée est bonne, mais la touche n'est pas droite. Avec les avants, on avance dans les 22, mais ça défend bien côté italien. On n'a pas pris les points qu'on aurait pu avec une pénalité. J'espère qu'on ne va pas le regretter. C'est vrai qu'on gagne par 11 points, mais je suis un peu stressé quand même. J'aimerais un essai par Olivon, par exemple. Colombe va stopper net le Bastero italien. Gaëtan va faire le même. Leineg avec un en avant assez douteux. Il va prendre un carton jaune. Les Italiens vont finir à 14. Allez, on cherche un essai de bonus. Et oui, Ramos au pied pour Drian. Voilà, essai pour son premier match. 26-8.
Et tiens, Gaëtan va mettre un essai de plus. Il le mérite, je trouve. Peut-être c'est pas son meilleur match, mais il a bien donné, donc il mérite la récompense. Meofu va gagner l'homme de match. C'est le deuxième ligne français qui gagne l'homme de match en 2026. Voilà, le match finit 33-8. Ils sont tenaces, les voisins italiens. Oui, comme disent les compères rigolos de la troisième mi-temps sur les réseaux. Est-ce que quelqu'un, le lendemain, tu vois, est-ce que quelqu'un peut dire à Meafou que le match est fini parce qu'il est encore en train de chercher des Italiens partout dans le Stade de France? Donc, j'ai adoré parce que il a fait un match de fou. Il était attendu parce qu'il avait fait des prestations un petit peu douteuses sur ses 2 dernières rentrées. Et là, il a fait un match, mais de cador. Donc, effectivement, lui et Thibaut Flamand, les deux, quand tu peux te permettre d'avoir en deuxième ligne Meafou et Flamand, et derrière, au cas où, Olivon et Guillard, c'est la classe mondiale sur les 4. Donc ça, c'est extraordinaire. Voilà, pour le reste, sur la deuxième mi-temps, il y a eu quand même beaucoup de déchets. Moi, j'étais content qu'ils aient remis la marche avant, qu'ils remarquent à la 77e, que ce soit Gaëton qui marque et Dréan également, qui sont des jeunes joueurs qui ont besoin d'emmagasiner de la confiance, qui sont contents de marquer pour leurs premières apparitions en équipe de France. Mais j'ai, sans avoir eu peur de perdre, j'ai quand même quelques incertitudes, en particulier à nouveau sur la mêlée fermée, où malheureusement on a été sanctionné à de nombreuses reprises sur l'axe droit de la mêlée. Je pense, et d'ailleurs Aldeguerri s'est énervé, il s'est pris une pénalité contre ça, que le gaucher italien devait être insupportable. On voyait qu'il se mettait un peu bizarrement, il se mettait un peu derrière le talonneur, donc Aldeguerri se retrouvait de travers, il se faisait sanctionner. Et à un moment, il ne doit pas y avoir de discussion. Quand on veut être champion du monde avec une grande équipe, on peut pas avoir un pilier droit qui se fait berlificoter par un pilier vicelard. Il doit lui rouler dessus et puis c'est terminé, quoi. Voilà. Et là, c'est pas le cas. On n'a pas ces capacités-là. Et je dirais que voilà, le poste de pilier droit est le seul qui durablement me préoccupe dans cette équipe, parce que je trouve que si on souffre un petit peu contre l'Italie, qu'est-ce que ce sera demain contre l'Afrique du Sud? Maintenant, je crois que si on prend les matchs l'un après l'autre, c'est tout à fait possible de le faire. Mais gare à la déconvenue, on a vu que les Écossais viennent quand même de se relever d'une situation très très mal embarquée au Pays de Galles et de foutre une raclée à Murrayfield aux Anglais. Et s'ils nous battent, ils peuvent aller chercher le tournoi. Donc ça va être tout sauf une partie de plaisir dans 15 jours à Murrayfield, et c'est un match qui va vraiment valoir le coup d'œil. J'aimerais bien aller un peu plus en détail par rapport à ce match après, mais je pense qu'il y a quelques petits points encore sur ce match. Mais Olivon, il était quoi, 13, 23 minutes, quelque chose comme ça dans le match. Il a fait quand même genre 7 plaquages. C'est un truc de Colombe, et il a fait 6 aussi. Tiens, d'ailleurs, j'ai trouvé, les gars, un site où je peux avoir tous les stats de plaquage et tous les stats de passes, etc. C'est génial. Mais en fait, je retrouve pas pour tous les matchs, mais pour celle-là, je trouve. Mais finalement, en tant qu'Américain, je suis aux anges. J'ai tous les courses avec des mètres réussis, avec des passages et des débordements et tout. Ouais, j'adore les stats. Bon, bref, ce qu'on peut dire. Et aussi, Guillard, il est rentré en 5 minutes et fait 4 plaquages. Quand même pas mal, non? D'avoir un relève. Nocci aussi, 6 plaquages en très peu de temps. Génial. Moi, petit mot encore pour que Gaëtan, il a loupé 3 plaquages, c'est vrai. Il en fait 8, mais en fait, il a fait 87 mètres parcourus. Il a fait 9 courses. Il a fait des passes. Il a battu 7 défenseurs. C'était un match dur. C'était pas un match parfait pour lui, mais donc je suis content quand même qu'il a marqué cet essai. Bravo à lui. FBB, le nouveau, la semaine dernière, si je ne me trompe pas, il a fait 17 plaquages. Cette semaine, 14. C'est incroyable. Pour un jeune qui arrive, c'est son deuxième titulation. Ça, c'est la ferveur des jeunes, en fait. Ils sont encore tout faits dans leur tête, dans leur rugby, et ils jouent totalement décomplexés. C'est exactement ce qu'on leur demande. T'as l'impression qu'ils arrivent sans pression, et c'est pas un manque d'humilité ou quoi que ce soit, c'est qu'en fait, ils ont une envie décuplée de bien faire et de montrer qu'on a eu raison de leur faire confiance, et ils gèrent. Et c'est très bien parce que, on va avoir des problèmes de riches. Et tant mieux. Tant mieux, parce qu'on n'était pas si serein que ça il y a quelques mois avec la Coupe du Monde qui se profilait, et on va pas se mentir, finalement ce 6 nations, on est quand même relativement plutôt satisfait, donc on espère que ça va continuer comme ça jusqu'aux 2 prochains matchs, et c'est très bien de voir des nouvelles têtes et de voir que ces nouvelles têtes, elles répondent présentes. Et puis les vieux grognards que commencent à être Dupont et Ramos, même si tout n'a pas été parfait chez Ramos, Dupont, il te sort quand même encore un match de folie. Enfin, en défense, il est absolument intraitable.
Il a un jeu au pied plusieurs fois absolument parfait. Il donne quand même le premier essai à Louis Bébé sur un jeu au pied millimétré. Ce gamin sait tout faire. Il est bon, c'est banal de le dire, mais c'est quand même quand tu as un mec comme ça dans ton équipe, tu pars avec un coup d'avance. Hein. C'est comme quand tu sais comme jouer aux jeux vidéo avec une vie, quoi. C'est hallucinant. Ce mec, Et j'ai l'impression d'ailleurs, qu'il est au sommet de son art depuis plusieurs saisons. Tu te dis, mais ouais. quand est-ce que ça va s'arrêter? Et pourvu que pour nous, aux supporters français, que ça ne s'arrête jamais, quoi. Ouais. D'ailleurs, deux choses. Ramos, c'est vrai qu'on a oublié de dire, mais il n'était pas là, Jalibert. Et Ramos, c'est notre option 3, en fait, dans ce poste aussi. Il comprend le jour d'avant, le soir d'avant, qu'il va jouer, il va être titulaire en 10. Ok. Donc, c'était pas parfait. Je trouvais que, par exemple, Elissard, il était un peu... il attendait plus de cette équipe. Mais je me dis, mais ok, mais tu vois, il est troisième remplaçant pour le poste de 10. Bah, il apprend deux jours avant, ça va, Il a quoi. souvent Je joué pense 10 en que équipe de France. c'est un peu dur, parfois, les notes. Et il Oui, joue oui. souvent 10 au Stade Toulousain. Il est souvent, même quand il joue 15, en position de 10 sur des combinaisons. C'est quand même un mec extrêmement expérimenté à l'ouverture. Donc pour lui, on lui dit, bah, tu vas enquiller à l'ouverture. Très honnêtement, vu la sérénité du mec, ça lui en touche une sans faire bouger l'autre. Si Amélie veut bien m'excuser cette expression légèrement gaillarde. I'm shocking. D'ailleurs, on n'a pas parlé de Gibson Park. S'il n'y avait pas Dupont en ce moment, mais Gibson Park, il fait un match exceptionnel. Parce que formidable. Et en plus, il va remarquer, et en plus, les coups de pied, et en plus, les plaquages, et en plus, physiquement, il ressemble, pas être méchant, mais c'est pas un gros lourd, il est pas physiquement impressionnant, mais il fait que des bons choix, Gibson Park. Sur le dernier essai, c'est quand même lui qui tape le coup de pied et qui se retrouve au grattage 60 mètres après et qui donne la dernière occasion d'essai à l'Irlande. Le mec est à la 75e minute ou je sais pas quoi. C'est aussi improbable. Ouais, incroyable. Allez, on va parler rapidement de la prochaine match. Ça va être en 2 semaines. C'est vrai que en fait, c'est nous contre l'Écosse chez eux. Donc match important, comme tu as bien dit, Théo. Bah, s'ils gagnent, bah, c'est eux qui peuvent gagner le tournoi aussi. Et moi, j'aimerais bien faire ligne par ligne. Si on dit la première ligne, donc en fait, on va dire chaque ligne, et à vous de me dire qui a l'avantage. Si on prend la première ligne de la France contre la première ligne de l'Écosse, est-ce que c'est la France qui a l'avantage, l'Écosse qui a l'avantage, ou est-ce que c'est égal? France, avec la limite, ils ont quand même des très bons piliers. Hein. Schumann, c'est pas de la rigolade. Pour moi, on a une faiblesse à droite, donc je dis qu'il y a vraiment égalité sur les premières lignes. D'accord. Deuxième ligne. Ah là, on est très devant. Là, en ce moment, deuxième ligne, on est imprenable. Tu peux pas. Il y a trop de monde. Il y a Flamand qui revient. Enfin, tu peux pas en fait. Ouais. Il y a aucune deuxième ligne au monde. Bizarrement, on n'a pas parlé de notre troisième ligne dans la dernière match contre Italie, mais troisième ligne, la France contre l'Écosse. Je trouve que ça se vaut. Hein. T'as des troisième lignes chez nous qui... Ouais, oui. Après, on a plus de marqueurs en troisième ligne que chez l'Écosse. Fagerson, c'est quand même très très solide. Rory Darge, je suis désolé, mais c'est pas mal non plus. Oui, nous, on a une grosse équipe en troisième ligne, mais on n'a pas non plus... un joueur qui est complètement au-dessus du lot. Donc, pour moi, ça se vaut. Et t'as pris un passeport écossais, toi, depuis le dernier... La mythologie familiale m'accorde un ancêtre potentiellement écossais. Ah, mais voilà. Qu'est-ce que tu veux faire avec des mecs comme ça? C'est pas possible. C'est le McLeod de Saint-Rémy, en fait. Non. Tu vas voir qu'on va te dire 9. Ah non, je pense que le 9, il va être meilleur que Dupont. Allez, vas-y, je t'écoute. Alors là, non. Et le 10, pour moi, il y a égalité. Finn Russell est un magicien. Et on a de très grands joueurs numéro 10. Voilà. Mais lui, il est unique en son genre. Hein. Et écoutez, en allié, c'est quand même Vandermeer et Stein, c'est quand même du costaud. Et même si, mais c'est des meilleurs du monde, mais nous, on a un extraterrestre qui est le bébé. Donc, moi, je trouve que c'est pour la France. Nous, on a ce joueur, Biel-Biarrec, qui est complètement unique en son genre parce que il fait partie de ces joueurs qui, d'une miette, te font une tartine. C'est-à-dire qu'il a un espace de 2 cm. Je ne connaissais pas celle-là. Je vais la ressortir avec mes élèves. Ils vont me dire, mais madame, d'où est-ce que vous sortez vos expressions, les gars, si vous saviez ce que je fais de mes soirs. Incroyable, je vais prendre des notes. Ce joueur-là, il a cette capacité que très très peu de joueurs ont de transformer des occasions qui n'en sont pas en occasions d'essai. Donc, même Van der Merwe et Stein, qui sont deux joueurs extraordinaires, n'ont pas tout à fait ça. Parce que lui, il a une telle capacité d'accélération
qui se crée tout seul des occasions sur des situations qui n'en sont pas. Mais en revanche, la paire d'ailiers des Écossais, là, ils sont quand même un tout petit peu vieillissants tous les deux, mais ils nous ont fait rêver les dernières années. Thierry, ça fait un sacré paquet d'années qu'on dit que ces mecs-là, avec leur capacité à remonter le terrain... D'ailleurs, Van der Merwe, il se teignait les cheveux avant ou quoi? Je l'ai pas reconnu au début. Il est brun maintenant. Avant, il avait une espèce de mèche blonde qui volait là quand il courait, et maintenant, il a les cheveux bruns. Alors, j'ai pas compris. Mais c'est solide. C'est très solide aussi à l'aile. Ouais. En parlant de solide, c'est quand même Tuipulotu en centre avec Hugh Jones. C'est quand même deux centres de très... Hugh Jones, franchement, je pense qu'il est un des meilleurs centres dans le monde en ce moment aussi. Contre nos plus jeunes... Je pense qu'on a quand même un petit coup d'avance. Avec ce qu'on a montré, on verra la compo. Mais je pense qu'on a plus de punch. Te force pas à dire des gentillesses. Je pense qu'on a plus de punch et de capacité à déchirer les lignes, même si eux sont quand même des joueurs d'expérience et quand même très très solides. Et puis Kinghorn à l'arrière, c'est quand même pas un clampin, hein, c'est quasiment titulaire au Stade Toulousain. Bon, donc si tu prends ligne à ligne, il y a de quoi quand même se dire que c'est un Everest d'aller gagner à Murrayfield, vu qu'ils viennent de passer une sacrée rouste aux Anglais à Murrayfield aussi. Ouais. Donc ça va challenge. être un très très beau match. Allez, dans ce même week-end, il y aura d'autres matchs sympas. Il y aura Irlande contre Pays de Galles, mais aussi Italie-Angleterre que j'ai vraiment envie de voir. Et bien sûr, pour le dernier week-end, il y aura Irlande-Écosse, Pays de Galles, Italie et le France-Angleterre. Ouais, on a encore de belles perspectives. Hein. La victoire finale, elle n'est pas totalement acquise. Après, moi, je suis une grande fan de Ange Capozzo et malheureusement, le tournoi Destination est terminé et je pense que voilà, son retour avait fait du bien à l'équipe et ça aura été très Ça, c'est ton éphémère. côté féminin, ça. Si je peux me permettre. Ouais, c'est mon côté. Non, mais c'est ton côté les midinette, Italiens, quoi. c'est d'éternels Allez, on peut séducteurs. le dire. Oh je ne me résume pas qu'à ça, Théo. Allez, on va parler rapidement des U20. On peut être content pour le Pays de Galles, finalement. Ils ont gagné contre l'Écosse 31-21. Irlande a fait comme les grands. Ils ont battu l'Angleterre aussi 31-21. Et pour nous, la France, c'était pas si facile. En fait, on a gagné 32-17. Mais comme la semaine dernière, un peu difficile pour démarrer. 14-0 la semaine dernière. Là, c'était 7-0 avant de mettre nos premiers points. Il y a la grande deuxième ligne italien qui a pris un carton rouge. Donc, ça libère un peu d'espace pour nos arrières. 12-7. Voilà, on a pu gagner quand même 32-17. Les meilleurs joueurs pour les côtés bleus, c'est un mec avec un nom imprononçable. Donc, je vais juste dire, c'était le 8. Il s'appelle Indegesiamachi. Voilà, j'ai réussi. Pas ouf, mais on va dire oui. Tu remarqueras qu'aucun de nous deux essaie de le dire quand même à ta place. Hein. Ouais. On te laisse dans ta galère. Allez, un petit point Rugby Europe vite fait. Normalement, j'étais censé aller voir la Suisse contre les Netherlands. Malheureusement, j'ai pas pu le faire. Mais ils ont gagné vraiment, je pense que la dernière 74 minutes, ils ont pris le lead. Les Suisses, ils ont pu gagner 29-23. Géorgie contre l'Espagne. Géorgie, qui c'était pas si simple en fait. L'Espagne a vraiment tenu dans le score jusqu'à environ 55 minutes avant que la Géorgie mette quelques essais de plus. La Belgique a battu l'Allemagne avec 2 drapeaux qui sont assez similaires. Et voilà, Portugal qui s'est bien amusé contre Roumanie 44-7. Oh, la prof d'histoire géo a envie de ses oreilles saignent quand je t'entends dire. Comment ça, les drapeaux sont à peu près pareils? Bah, c'est les mêmes couleurs, c'est juste un sens horizontal ou vertical. Ouais, t'as raison. C'est vrai que c'était un peu le match qu'on attendait à la Géorgie-Espagne, voir un peu ce que ça donnait parce que l'Espagne faisait un très bon début de tournoi. Et voilà, je trouve que le score est assez serré et plutôt prometteur. Alors, très prometteur pour l'Espagne et un peu étonnant pour la Géorgie qui encaisse trop de points. Et voilà, et puis voilà le Portugal hein, qui domine totalement sa poule. Mais sinon, voilà, les scores sont assez reflètent assez ce qu'on a pu observer sur les 2 premières journées déjà.
D'ailleurs, les Néerlandais, là, il y avait un 14 et le 10. Je pense qu'ils mesurent 1m90. En fait, ils étaient plus grands que la deuxième ligne. Je trouvais ça assez marrant. Ça tient un peu là, avec des Néerlandais qui sont assez grands. Tiens, en parlant des Néerlandais, il y avait un peu les JO. Ça vient de finir ce week-end. Mon cher Théo, je pense que tu as essayé de mater le match de hockey, non? J'ai pas essayé, j'ai fait mieux que ça. Je l'ai maté et honnêtement, j'étais en transe. Voilà, donc moi, j'étais désespéré à la fin de match que les Américains aient gagné. Je suis désolé, Thierry. Ils ont vraiment été dominés pendant toute cette finale, mais ils ont eu la force et le talent incroyable de plier, mais de ne pas rompre. Et ils ont réussi dans les prolongations au Golden Goal à mettre un but magnifique d'ailleurs, tout à fait mérité. Donc, ce que je trouve très dur pour les Canadiens, qui étaient les tenants du titre et qui auraient gagné leur 10e médaille d'or au hockey et qui ont laissé les Américains gagner la 4e, Américains qui n'avaient pas gagné depuis 46 ans, depuis Moscou en 1980 dans un match totalement légendaire, dont vous pouvez retrouver des éléments sur Internet, qui avait vraiment laissé, je pense, des traces et des morceaux d'humains un peu partout sur la patinoire. Et là, je trouve qu'il y avait un petit côté géopolitique aussi, avec les déclarations de Trump avec le Canada depuis plusieurs mois. Il y avait d'ailleurs eu des sujets sur le hockey où Justin Trudeau avait dit « Vous pouvez ni nous piquer notre pays, ni non plus nous piquer notre sport ». Donc, il avait dit, Trump, que s'ils étaient en finale, il viendrait. Il n'est pas venu. Et donc, j'ai trouvé ça très, très dur pour les Canadiens. Et j'ai mesuré, et là, on sort complètement du rugby, j'ai mesuré à quel point l'attitude de Trump au niveau mondial maintenant me fait ressentir étrangement un petit anti-américanisme primaire qui me désole, parce que évidemment j'adore le peuple américain, j'adore ce pays et il y a trop d'histoires communes pour ne pas l'aimer, mais j'étais dépité qu'il gagne, donc ça m'a désolé aussi, et j'espère que les Canadiens reviendront, mais c'est la loi du sport. Les Américains ont réussi à ne pas céder, ils ont été une fois à 3 contre 5, ce qui en général, tu prends un but dans ces cas-là, et les Américains n'ont pas pris de but en infériorité numérique. Donc voilà, force à ces champions, mais quelle tristesse pour les Canadiens. Et d'ailleurs, ils étaient d'une détresse, mais insondable à la fin, qui était diamétralement opposée à la joie des Américains, qui était explosive. Mais franchement, je pense que les Canadiens, tu peux pas faire plus triste là. Peut-être les Gallois qui ont perdu contre les Écossais. Mais t'as raison que nous, d'un coup, j'avais le sentiment que les Américains étaient méchants. Étaient plus des méchants des géos. En fait, c'est la première fois que j'ai vu ça. En fait, et c'est horrible. C'est horrible. Mais bon, on n'est pas là pour parler politique, mais c'est chaud, en fait, en ce moment. Bref. En fait, si tu veux voir le film, en fait, il y a un film avec Kurt Russell, en fait, qui s'appelle The Miracle, où, en fait, c'est un film sur ce fameux match contre la Russie. Je vais trouver ça, The Miracle. Ok, ben écoute, oui. Okay. The Miracle, je pense que tu vas bien apprécier. URSS, les garçons, ouais. URSS. Tout à fait. Allez. Mais ils n'ont pas le drapeau le même que les Tchèques, non, c'est pas ça. Allez, et toi, qu'est-ce que tu as apprécié dans ce Jeux Olympiques, Amélie? J'ai beaucoup aimé ce comeback de la patineuse américaine qui est le reflet, comme de Simone Biles, on a vu avec la gymnastique, de ce burn-out sportif que tu peux avoir. Elle a été championne. J'ai plus son nom en tête. Peut-être que Théo, qui retient tous les noms de sportifs, pourra m'aider. Championne des États-Unis à 13 ans, qui était annoncée comme multi-titrée et qui en fait a arrêté le patinage à 16 ans parce que burn-out. Et ce qu'on évoque de plus en plus dans le sport, cette dépression qui touche les sportifs. Et elle a arrêté le patinage pendant 3 ans et elle a repris et elle s'est préparée pour ses JO, mais avec ses règles, son fonctionnement, ses musiques, ses chorégraphies et avec cette liberté qui devrait être celle de tous les sportifs, quel que soit le sport. Et elle a raflé 2 médailles d'or à ces JO. Et j'ai trouvé vraiment cette histoire vraiment très très belle de dire que voilà, en fait, ne forcez pas les sportifs à vouloir trop d'eux parce que c'est brimer en fait des talents et chapeau bas mesdemoiselles parce que vous montrez de très bels exemples pour les générations. Elle s'appelle Alyssa Liu. Et elle avait une coiffure effectivement rayée, brune et blonde, mais géniale, que j'ai quasiment jamais vue en fait. Et moi j'ai vu sa performance
il ne pouvait que lui donner la médaille d'or. C'est-à-dire qu'elle a fait une performance technique absolument magnifique. Alors moi, je suis pas un technicien du patinage, mais quand j'entendais les commentaires, elle disait bah oui, ça elle a réussi, ça elle a réussi, ça elle a réussi. Mais surtout, elle avait une grinta, une patate et une joie sur la patinoire qui débordait complètement de la patinoire, et elle a surclassé les autres par l'énergie qu'elle envoyait. Elle avait un petit peu provoqué tout le monde en mettant une robe dorée, elle était la seule, et elle a eu la médaille d'or. Et tu le dis très justement, et c'est une histoire vraiment superbe de renaissance, d'aller se recentrer sur soi-même, de repartir sur ce qu'on veut vraiment faire, d'aller le faire et d'arriver tout en haut. C'est quand même pas donné à tout le monde. Et comme tu dis, ça permet, je trouve, de regarder ces gens-là et de se dire, en fait, tout est possible quand on le veut ou quand on décide de se faire confiance et d'y aller à fond, quoi. C'est vraiment un très très beau résultat et une championne rayonnante. Et j'ajoute qu'on dit souvent qu'en patinage il y a une concurrence hyper déloyale. On se rappelle de cette histoire atroce avec Nancy Kerrigan qui s'était fait péter les jambes par sa rivale, etc., qui était une histoire complètement dingue. Le film avec Margot Robbie est génial. Et là, j'ai trouvé qu'il y avait entre les patineuses à la fin une espèce de sororité, quelque chose où elles se tenaient dans les bras, elles se jetaient dans les bras les unes des autres, celle qui avait gagné, celle qui avait perdu. J'ai trouvé que ça dégageait quelque chose de très très beau, et je trouve qu'on en a bien besoin. Alors voilà, ça me fait aussi plaisir d'aimer les Américains quand ils sont comme ça, Thierry, tu vois. Ouais, c'est bien. Je suis d'accord, Emily, ce film, il est magnifique avec Margot Robbie. Elle le joue trop bien. Hein. Ils ont montré des scènes de la réalité et de Margot Robbie, mais t'as vraiment l'impression d'un copier-coller. C'est extraordinaire. J'adore cette actrice aussi. Trop bien. C'est mon côté peut-être midinette, peut-être de côté OM. Voilà. Allez, je juste dirais un mot pour tous les biathlètes. Je trouvais ça génial, tous les médailles qu'ils ont gagnées. Il y en a beaucoup qui viennent du Franche-Comté, de côté de chez moi. Donc, je pense que quand ils reviennent, je vais essayer de faire sortir, aller avec mon fiston, peut-être ma femme et ma fille pour aller leur dire bravo. Parce que c'est un grand, grand bravo. Bravo à la France pour toutes ces médailles. C'est vraiment, vraiment chouette. Et bravo pour ce nouveau sport que j'ai adoré. Les trucs où ils montent. Vous avez vu ça? Ils montent en courant, là. Et après, ils enlèvent les skis pour monter les escaliers. Mais... c'est un truc de ouf. Et après, il redescend, mais tout ça en 3 minutes. C'est génial, c'est un truc de dingo. Pourquoi c'est génial? Adoré. Parce que c'est l'essence du ski alpin. C'est-à-dire que au début du XXe siècle, quand le ski a commencé à être un loisir, mais au tout début, et moi, mon grand-père, qui est mort il y a plus de 30 ans, adorait la montagne. Et quand moi, dans les années 80, j'allais à la montagne et qu'on lui disait qu'on montait avec des tire-fesses et des télésièges, il nous disait, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça n'a aucun intérêt. Ce qui est intéressant, c'est de monter et de descendre quand tu es monté, parce que c'est la montée qui est belle. Et je trouve que c'est génial que ce sport soit redevenu un sport olympique, parce que c'est l'essence du ski alpin, c'est de grimper en montagne pour descendre après. Donc je suis enchanté qu'ils aient repris cette discipline. Et en plus, les Français ont gagné en double, en double mixte. Ouais, tout à fait. J'avais vu les entraînements de la FIC qui se faisaient courser par les mecs en montée, sans neige. Enfin, ils ont eu une préparation de Par folie. Contre, en cardio, en lactique, etc., ça doit être un enfer. Je veux même pas en entendre parler des entraînements. Je pourrais mourir rien que de voir les programmes. Allez, malheureusement, pour finir, on a un autre sujet sérieux. Ouais, on a une pensée, le pack de potes apporte tout son soutien à la famille de Noël Oubeti, ce jeune ailier de l'US Sévérac 15 qui s'est pris un coup de poing en plein match hier après avoir fait un plaquage salvateur pour son équipe. Et forcément, on dénonce ce genre de comportement qui n'ont rien à faire sur un terrain de rugby. Voilà, c'est le coup de gueule de ce soir parce que c'est sorti dans la presse aujourd'hui et ça montre des aspects de notre sport qu'on ne veut pas voir et qu'on ne veut pas que ce soit généralisé. Et là aujourd'hui, on a un jeune homme qui est à l'hôpital dans le coma avec des parents qui sont totalement démunis de savoir s'il va survivre à ce match de rugby et on aimerait, nous, le pack de potes, ne pas avoir à le mentionner, mais ce serait bien de rappeler effectivement aux joueurs que le rugby, ça prône des valeurs et qu'on aimerait plus souvent voir ces valeurs. Ouais, il n'y a pas de mots là, c'est atroce. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, mais bonne nouvelle, normalement il y aura dans une semaine un entretien avec un ancien joueur de Stade Français, un Pierre Rabadin. Donc voilà, j'espère que ça sortira la semaine prochaine et voilà, après on va parler de France-Écosse. Allez, ciao les gars. Ciao tout le monde, à dans 2 semaines. Rendez-vous dans les Highlands.